On va aussi en arriver donc au principal justement sujet de discussion, à savoir donc le décès en direct du streamer Jean Pormanov, donc Jean Pormanov, pardon, de son vrai prénom Raphaël Graven. Streamer qui faisait partie d'un collectif dénommé Local, Local avec un K et non un C, qui est basé dans le sud de la France, à Nice, et qui streamait sur la plateforme Kik. L'affaire et les violences que pouvait générer cette chaîne avaient déjà été dévoilées, en tout cas mises en lumière dans un premier article de Mediapart qui était sorti mi-décembre 2024. Donc, titré Bataille de Kotorep sur la plateforme Kik, des humiliations et violences en direct pour des cartons d'audience. Donc, toute cette enquête et cet article et la vidéo qui l'accompagnait mettaient en avant justement ce système d'oppression que pouvait avoir une partie de l'équipe sur d'autres membres, notamment 2 membres dont faisait partie la victime Jean Pormanov. Justement, dans cette quête de succès, de revenus et de toujours plus engranger on va dire, de succès, de reprise de buzz sur les réseaux sociaux, sur la plateforme Kik. Donc, il y a eu ce premier article de Mediapart. Est-ce que vous, déjà, arrivé sur Image, vous aviez vu passer cet article à l'époque ? Et est-ce que cela vous avait interloqué et comment est-ce que vous aviez pris peut-être l'affaire là, sur les derniers mois ? Écoute, on s'est posé la question tout à l'heure avec mon collègue Loris Guémard, qui prépare notre newsletter de demain. Et on s'est demandé quelle avait été notre réaction. Et par transparence avec nos abonnés, on va le mettre demain dans la newsletter. Alors, de mémoire, à vérifier, mais justement, je compte sur Loris pour vous le dire demain. De mémoire, on n'a pas fait grand-chose. Je dois l'admettre. Si on a fait quelque chose, on l'a partagé justement dans notre newsletter. Moi, je me souviens d'avoir vu passer effectivement cette enquête, d'avoir été marquée, si ce n'est choquée par le titre, enfin, non pas le choix de Mediapart, mais l'expression qui est employée sur le Local TV, la bataille de Kotorep. Je me souviens avoir été interpellée. Mais effectivement, je me souviens pas qu'on ait, embrayé sur une enquête ou quelque chose comme ça. Donc, si on a fait quelque chose, c'était plutôt une recommandation vers le travail de Mediapart au sein de notre newsletter. Et là, on est en train de vérifier ça. Peut-être qu'également dans des épisodes de Netscape que j'aurais pas encadré ou tourné, ce qui m'arrive de les tourner, peut-être que ça a été évoqué également. Mais je saurais pas te le dire là. En tout cas, on essaie de faire aussi notre autocritique là-dessus, sur le relatif vide médiatique qu'il y a eu après cette enquête de Mediapart, et peut-être y a-t-on contribué. C'est que l'un des sujets qui a été mis en avant justement par le second sujet de Mediapart, que je vais mettre tout de suite, qui lui est sorti là le 18 août 2025, donc juste le lendemain, enfin même le jour même, donc où on en a appris le décès du streamer, et donc presque un an de décalage entre les deux enquêtes, et ce qui a amené aussi à avoir un sujet, à savoir que arrive sur Image, mais comme l'Humanité, comme d'autres nombreux médias, on va dire du secteur classique entre guillemets de la presse et des médias, tout comme les pouvoirs publics, politiques, l'Arcom, etc., n'ont pas forcément pris l'affaire au sérieux sur le moment même, toute l'étendue de l'affaire et tout le phénomène qui pouvait se créer et tous les dangers que cela pouvait fonder par la suite, ce qui a amené justement à presque un an plus tard au décès en direct d'un streamer. Chose qui a beaucoup été imaginée, véhiculée, notamment dans la fiction, ou alors sous le coup de blagues par les streamers eux-mêmes, etc. En mode imaginer si quelqu'un meurt, etc. Jusqu'où on va aller au plus loin. Et même Jean Pormanov lui-même, ça a été envisagé de facto par les deux autres protagonistes de l'histoire, les deux streamers. Oui, c'est ça. À savoir qu'ils en discutaient ouvertement, qu'il y avait des membres de leur public qui leur posaient... Safin et Naruto, oui. C'est ça, tout à fait. Safin et Naruto pour leur pseudo. À savoir qu'il y a aussi des extraits de stream où des spectateurs leur posaient ouvertement la question et si Jean Pormanov décède, parce que la chaîne en question est au nom de Jean Pormanov, de Raphaël Graven. Donc la question était de est-ce que vous continuez la chaîne, etc. Mais donc déjà il y avait ce rapport de est-ce que Jean Pormanov
meurt là au cours des années à venir, s'il meurt en direct, etc., savoir qu'il y avait déjà un cadre et un champ qui avait été créé, à savoir que potentiellement il se peut qu'il puisse mourir, et ça avait été une information qui avait été ingérée sans recul tant par les streamers en question que par les spectateurs. Ce qu'on peut dire là-dessus, on peut dire plein de choses, c'est pour ça qu'on est là, mais c'est que la particularité de cette violence qu'on commente aujourd'hui, c'est que elle est diluée. Elle est diluée dans des streams, il faut le rappeler, qui durent des heures et des heures et des heures, voire en l'occurrence des jours entiers. Je sais même plus combien de jours c'était, mais c'était une dizaine de jours. Une dizaine de jours, 12 jours de mémoire. C'est ça. Ce qui est immense. Donc en fait, ça explique aussi une forme d'habituation à cette violence qui non seulement est diluée dans un contenu qui est censé être amical, fun, etc., et qui est présenté sous un vernis amical. Si tu veux, c'est comme une discussion où, à l'issue de 4 heures, 5 heures de discussion, oui, on va dans les bornes de l'imaginaire le plus, voilà, la mort éventuelle de la personne qui le maltraite. Et du coup, ça passe crème. Ouais. Ça, j'en ai discuté, j'ai oublié de le saluer tout à l'heure, mais avec Adam Brosse, que j'ai mentionné, mais qui est un de nos chroniqueurs. Il me disait que c'était une des particularités qui distingue ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce cas de l'affaire Jean Portmanov, d'autres affaires préalables ou par exemple des snuff movies, cette contre-culture internet, du gore, de regarder des gens se faire torturer, etc. C'était quelque chose où il y avait une démarche d'aller voir quelque chose de malsain, de la part des spectateurs et de la part des présentateurs, une démarche de jouer avec la limite de manière ponctuelle et montrer quelque chose d'horrible. Là, c'est complètement dilué, c'est présenté comme un moment entre copains. Et je pense que c'est grandement ce qui a permis qu'on en arrive là. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est complètement propre à mon sens, à la plateforme Kik. Oui. Qui, en fait, peut-être qu'on peut revenir sur ses origines, puisque je pense que c'est important dans la structure capitaliste aussi, qui a permis qu'on en arrive là. Kik donc a été lancé dans les années 2020, 2021, 2022, 2023. 2023, l'explosion, on va dire, de Kik. Ça a été créé, et c'est pas anodin du tout, par le business du casino. Oui, tout à fait. C'était un site de jeux d'argent en ligne australien qui s'appelle Stake. Exactement. C'est ça. Et en fait, parce que sur Twitch et sur d'autres plateformes numériques, n'était plus toléré le fait de faire des streams en lien avec le casino, avec les jeux d'argent, pour tous les risques d'addiction, etc., que ça peut représenter. Donc ça a été banni sur d'autres plateformes. Et donc, le secteur capitaliste, des jeux d'argent, s'est dit on va créer notre propre plateforme où la modération sera différente, à savoir largement moins modérée, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est né Kik. Et par ailleurs, je pense que c'est le moment de le spécifier, il y a aussi un mode de rémunération très particulier qui a attiré énormément de streamers. Pour rappel, Kik a explosé en 2023, donc on peut dire que c'est un peu la petite sœur de Twitch, même si aujourd'hui Kik a une plus grosse communauté, une plus grosse audience que Twitch. Donc au final, le mastodonte presque du streaming, c'est Kik et non Twitch, comme on pourrait se faire l'idée, vu que Twitch est plus établi, que des médias ont investi, qu'il y a des noms de YouTube, du streaming, etc., très installés, notamment en France, qui officient sur Twitch avec des gros événements comme les Event, etc. Mais oui, c'est ça, c'est début des années 20, Kik essaye de s'imposer, donc qui va aller proposer des salaires mirobolants et des contrats mirobolants à des grands noms d'Internet, notamment des noms sulfureux qui ont été bannis de YouTube, de Twitch pour avoir diffusé du contenu pornographique, avoir streamé des parties de poker en ligne, avoir fomenté des arnaques, avoir eu des propos racistes, misogynes, homophobes,
en direct, etc. Par exemple, l'un des exemples qu'il y avait eu et des grands cas qui avaient fait du bruit au début des années 2020, c'était le streamer XQC qui s'était retrouvé dans plein d'affaires de harcèlement notamment. Pour avoir eu des propos dégradants envers son ex-conjointe dans mes souvenirs en direct, etc. Et qui s'était vu proposer 100 millions de dollars dans mes souvenirs en 2 ans, en 2023, pour atterrir sur la plateforme, etc. Donc, comme ce que tu disais, c'est que à la base, Kik a été aussi inventé pour justement rentrer dans ce créneau trash, très libéral, très capitalistique, quitte à recueillir tous les bannis des autres... Et c'est même un argument marketing. C'est leur argument, leur ligne éditoriale. Et pour ajouter une petite précision à ce que tu as dit sur les conditions financières, matérielles proposées aux streamers, faut savoir que les autres plateformes comme Twitch prennent à peu près 30%, entre 30 et 50% des revenus. Voilà, sur les vidéos proposées. Kik, c'est 5%. Donc, largement plus avantageux pour les streamers. Oui, c'est ça, tout à fait. On va peut-être... attention, je préviens, on va essayer de regarder quelques extraits donc, du fameux stream d'une dizaine de jours, de 12 jours précisément, de Local, pour voir justement quel pouvait être le type de pratique qui pouvait avoir lieu en direct justement sur cette plateforme. Donc aussi, ce qui a été beaucoup pointé dans l'article, ce qui a été pointé au gré des extraits, c'est que la victime, Raphaël Gravin, était déjà de base quelqu'un de très isolé socialement, qui a vu dans cette opportunité streaming un moyen d'être hautement rémunéré, d'acquérir une certaine notoriété. Et une autonomie, ne serait-ce qu'une autonomie. C'est ça. A fait. Sauf que cela s'est transformé en justement une situation, comme on peut le voir, où il y a eu des humiliations pendant plusieurs années. Là, c'est pas justement ce stream seulement de 12 jours qui a viré dans cette violence, à savoir que tout le concept de ce collectif était justement de la violence, comme on peut le voir. JP, donc le streamer en question, qui est décédé, ça, c'est diffusé en direct, notamment devant un public qui peut être très jeune, c'est très large. C'est plusieurs milliers, voire en moyenne une dizaine de milliers de spectateurs pour les streams. Il y avait des centaines de milliers d'abonnés. C'est ça, des centaines de milliers d'abonnés, parce que cette chaîne, au niveau national, était une très grosse chaîne. Et donc vous, justement, Arrêt sur Image, comment est-ce que vous observez justement cette coupure entre le tangible, le réel, et ce qui peut être diffusé déjà sur Kik, mais aussi des fois sur Twitch, parce qu'il y a eu aussi des débordements sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Vous, comment est-ce que vous analysez ce phénomène, et comment est-ce que justement vous pouvez peut-être le relier à, on va dire aussi des tournures politiques que peut prendre Internet, que ce soit avec le rachat de Twitter par Elon Musk il y a quelques années, ce qui a aussi amené à tout ce débat autour de la liberté d'expression chère à l'extrême droite, mais qui s'en sert aussi dans son combat idéologique, etc. Et ce qui peut aussi infuser donc, dans des contenus français, plus locaux, et sur toutes ces plateformes. Et donc, peut-être distordre, on va dire, notre rapport à la réalité. Est-ce que vous voyez ça là-dedans, dans cette affaire précisément ? Ce que tu dis est très juste, et évidemment sur X et l'extrême droitisation des grandes plateformes de réseaux sociaux. En revanche, je pense que ce qu'on sera notamment amené à dire à Arrêt sur Image, et ce qu'a déjà dit Adam Brosse sur ses réseaux sociaux, c'est que, en fait, c'est pas propre. Ce serait, je pense, une erreur de dire que c'est cette violence terrible, sadique, etc., est propre à Internet et aux réseaux sociaux. En fait, elle le précède. Et les réseaux sociaux n'en sont qu'une manifestation parmi d'autres. Moi qui suis... pour donner un exemple, je pense, de l'analyse qu'on peut proposer, c'est pas le principal, mais pour moi, ça fait partie de la réflexion. Moi qui ai un regard particulier sur les questions de genre, le féminisme, etc., depuis toujours, pour moi, j'y vois une continuation surtout de certaines valeurs patriarcales, virilistes. Ça me fait penser au bullying à l'école, des tout petits, souvent des garçons, pas que, mais voilà. Et
Et donc ça précède tout ça. Je dis tout ça pour souligner le fait que ça précède Internet et les réseaux sociaux qui n'en sont qu'un reflet, je pense. Ouais. Et ça, c'est important de le souligner. En revanche, la distinction, à mon avis, elle vient un petit peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait qu'avant, la culture des snuff movies, donc des vidéos du gore, etc., qu'on nous on a analysé sur Netscape avec avec Rotten, ce sous-recoin d'internet du gore, c'était effectivement des contre-cultures. C'est-à-dire que c'était, comment dire, dans les recoins d'internet, un peu associés au dark web quasiment, ce qu'on appelait les red rooms et donc tous ces lieux de manifestation d'horreur, c'était comment dire, une contre-culture et parfois même c'était un mythe, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. C'est-à-dire que par exemple, je me rappelle d'une affaire, il me semble-t-il en 2017, où avait été donné rendez-vous sur internet pour voir soi-disant des terroristes torturés. Il me semble que c'était peut-être des terroristes de Daesh, soi-disant. D'après moi, ce que j'ai trouvé et mes souvenirs, c'était un fake. Enfin, ça n'a pas eu lieu. Il y avait eu comme un subterfuge de cette mise en scène, mais qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, ça suscitait fascination. Aujourd'hui, la distinction, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une violence diluée dans quelque chose d'autre qui n'est pas présenté comme de la violence. Si tu veux, c'est présenté comme du divertissement et de la camaraderie. Et ça, pour moi, c'est très fort. Et c'est un peu la particularité de ce qu'on voit aujourd'hui. On voit, pour eux, ils le présentent comme un jeu. D'ailleurs, comme c'était notre copain, JP, on rigolait, justement, on lui donnait une substance sociale. C'est les justifications qui sont mobilisées. Il y a aussi un discours. Voilà, il y a un discours qui accompagne ça pour le légitimer. C'est même pas présenté comme une déviance, c'est présenté comme une normalité. Donc pour moi, c'est là une des principales évolutions de ce qu'on voit aujourd'hui dans le contenu qui est propre à cette affaire. Et oui, c'est tout à fait. J'ai vu un message passer dans le chat qui disait aussi justement ce cadre très libéral, très capitaliste, très propre à Kik, mais aussi à d'autres réseaux, à d'autres plateformes, peut aussi amener justement à créer un cadre qui, en apparence, peut paraître moins violent que certains streams, comme ce cas très précis. Par exemple, on en discutait tout à l'heure et tu voulais justement mettre en avant, par exemple, le cas de MrBeast, qui, justement, a rejoint la plateforme Kik il y a quelques jours, il y a quelques dizaines de jours, alors qu'avant il s'était fait connaître notamment pour ses vidéos sur sa chaîne YouTube, chaîne YouTube qui a presque 400 millions ou un peu plus de 400 millions d'abonnés dans mes souvenirs. C'est le premier influenceur du monde. C'est ça, tout à fait. Qui fait pour ceux qui ne connaissent pas, qui va faire des vidéos de divertissement avec des projets qui peuvent coûter plusieurs millions de dollars, qui peuvent tourner à travers le monde. Donc, il peut faire des tournages partout à travers le monde. Il peut avoir des dizaines de figurants, avoir des dizaines d'invités, faire gagner des gains à plusieurs millions de dollars à ses abonnés pour le jeu. Et qui, justement, va créer une sorte de rapport dilué très capitaliste. On a beaucoup parlé aussi sur Internet du syndrome du white savior, donc the sauveur blanc, à savoir quelqu'un qui avoir un streamer donc de par sa condition sociologique, politique, etc., peut se faire passer pour quelqu'un qui va être proche de personnes plus pauvres, de populations racisées, etc., qui va, le temps d'une vidéo, organiser des contenus caritatifs pour se donner une image de bien-pensance, etc., mais qui perpétue, on va dire, tout ce rapport de domination, de violence
envers les personnes racisées, envers justement les femmes, envers justement toutes les personnes qui peuvent être considérées sorties hors du cadre là-dessus. Donc toi, pourquoi est-ce que tu voulais justement nous montrer l'exemple de MrBeast précisément? Alors, 2 choses à dire sur cette notion de structure capitalistique, plateforme capitalistique. La première, c'est que, en fait, cette économie du spectacle et de la récompense, c'est-à-dire de la récompense par le nombre de vues, par le nombre d'abonnés, par le pourcentage sur chaque vidéo, etc. Cette économie de la récompense, en fait, dans sa nature, elle porte en elle-même le processus d'extrémisation. Parce qu'en fait, pour attirer et pour fidéliser une audience et l'accroître, le principe consiste à toujours plus choquer. Donc ça va commencer par des petites brimades, etc. Et la structure même de la récompense du spectacle porté par Kik pousse à ce que la violence devienne de plus en plus extrême en permanence. Donc en fait, l'inhumain est amené à se développer sur ces plateformes. Enfin, l'inhumain, il n'y a rien de plus humain que la violence, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de dérive qui passait jusque-là un peu inaperçu et fait partie de cette économie-là, de ce capitalisme-là, de la cruauté. Ça, c'est un concept, je reprends mes petites notes, mais le capitalisme de la cruauté, c'est un concept d'un sociologue que j'ai trouvé au cours de mes recherches. Donc, je vous le cite, parce qu'il m'a paru intéressant. Il s'appelle... Excuse-moi. C'est Twitch, on peut être à la cool. Je l'ai pas, mais je leur souhaite alors. C'est Maxime quelque chose que j'ai trouvé. Bref, c'est vraiment un concept sociologique. C'est pas moi qui emploie le terme cruauté comme ça, juste... Voilà, capitalisme de la cruauté. Maxime Dorian, chercheur associé au CETCOPRA, membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Il est anthropologue des techniques, donc vraiment, et on peut relier ça à son concept. Et sur MrBeast, encore une fois, je reviens à la distinction que j'essaie d'amener un peu depuis tout à l'heure, c'est que, ce qui n'en fait pas moins, enfin je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie de l'horreur forcément entre l'un ou l'autre, je fais pas de hiérarchie du gore là-dessus, mais MrBeast, lui, comment dire, c'est fondé, comme tu l'as dit, sur son système de vidéos comme sous forme un peu de jeux télé. C'est un peu des jeux télé qui fait MrBeast, des défis. Par exemple, vivre dans un bunker pendant X mois et à la fin, tu peux gagner tant de milliers d'euros ou être mis en avant d'une manière ou d'une autre. Il y a des jeux, etc. Déjà, bon... Même s'il y a eu des scandales, comme je l'ai montré dans cet article, il y a une forme d'encadrement, c'est-à-dire que en tout cas, Adam Bross, avec qui j'ai discuté, qui connaît mieux que moi, me disait que quand il y a une dérive, qu'un candidat ou une candidate dit stop, ça peut être arrêté. Ce qui n'était pas le cas sur Kik, parce qu'il y a une situation d'emprise émotionnelle dans le cas de Jean Portmanov. Cette affaire, elle se distingue, tu vois, d'un jeu un peu dans lequel il y a une structure officielle, du moins, comme MrBeast. Là où, dans le cas de l'affaire Jean Portmanov et de Local TV, c'est vraiment aussi des logiques émotionnelles qui rentrent en compte. Alors, il ne faut pas rentrer dans la psychologisation parce que ce serait aussi un écueil que de prétendre tout expliquer en étant dans la tête des gens. Mais on voit bien, et Mediapart l'a bien montré, que dans ce cas-là, la particularité, c'est que c'est quelqu'un d'isolé et de vulnérable qui reste parce que ça l'intègre d'une certaine manière. Donc, ça se distingue aussi à cet égard-là. Et moi, je trouve que c'est intéressant de faire ces distinctions, même si on peut être tenté de rapprocher en se disant c'est quoi toutes ces conneries qu'on voit en ligne de jeux de défis fous et de violences de gens qui se font du mal, etc. Il y a quand même des natures différentes qui selon moi, méritent d'être définies. Voilà. Et justement, à l'inverse... est-ce que pour toi, il faut aussi éviter justement de tomber dans l'écueil de la diabolisation à tout prix, à outrance, justement, de tout ce qui va être streaming, Twitch, Kik, YouTube, etc. Et analyser ça comme on peut analyser, notamment quand on fait de la critique médiatique, analyser un contenu Twitch, YouTube, ou alors des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc., avec le même recul, le même sérieux et la même appréhension qu'un journal, qu'une chaîne de télévision,
etc. Alors, effectivement, Arrêt sur image, on pense qu'en tout cas, tout contenu médiatique et média au sens large, pas que journalistique, mais tout contenu médiatique mérite d'être critiqué, quel qu'il soit. Donc, c'est super important de prendre très au sérieux ces plateformes de streaming, ces influenceurs, ces contenus, etc. Mais encore une fois, un des risques, c'est de stigmatiser un nouvel espace d'expression. Et à ce titre, tout à l'heure, je prenais l'exemple du bullying, du bullying qui est un phénomène qui touche plein de jeunes enfants écoliers, etc., en dehors d'un cadre médiatique. Mais si on vient sur le cadre médiatique, l'humiliation comme sujet, objet de vente médiatique et de format, et préexiste complètement aux plateformes. Et notamment, ça a été très, très important à la radio. Je pense au cas de Gérard. Gérard, dont j'ai plus le nom de famille, mais était un homme qui, dans les années 90-2000, sur Fun Radio, en fait, a été un jour repéré. Il a appelé un jour le standard de Fun Radio. Voilà, on a fait une émission à ce sujet avec un auteur dont je vous parle dans 2 secondes, et qui a été singé à son insu pendant des années sur Fun Radio. Donc voilà, Gérard Cousin, alias Gérard de Suresnes. Donc le journaliste Thibaut Reiss a écrit un livre à son sujet en septembre 2024 qui s'appelle Le Con de minuit, dans lequel il raconte toute l'histoire de cette figure, un peu comme Jean Pormanov, d'un marginal, d'un homme relativement exclu de la société, assez isolé, qui a du mal à trouver l'amour, qui a du mal à trouver un travail, qui a du mal économiquement, et qui un jour se fait repérer par cette radio qui, voyant le succès en fait des moqueries à son égard pour son élocution, comme pour Jean Pormanov, de ses réactions un peu grandiloquentes, en fait, a fini par l'embaucher, parfois sans le rémunérer d'ailleurs, au tout au début, donc pas vraiment l'embaucher d'ailleurs, juste le faire venir, et orchestrer ces moqueries. C'est-à-dire qu'il y avait des faux appels de personnes qui étaient là pour le mener en bourrique, le pousser à bout parce que ça déchaînait les foules. Et alors, ce qui est très intéressant dans la démarche de Thibaut Reiss, j'ai vraiment adoré son livre, c'est que lui-même était ce qu'on appelle un GG-phile. C'est-à-dire un de ceux qui, adolescents, écoutaient à minuit Fun Radio pour se moquer de GG. Et en fait, il parle un peu dans cette posture de journaliste GG-phile repenti, où il réfléchit un peu à tout ça. Alors lui, il met en avant le fait qu'il y avait quand même une vraie affection pour la figure de GG, mais c'est très ténu, ce truc entre harcèlement et affection et valorisation de quelqu'un qui est marginalisé. Donc tout ça s'est passé à la radio dans les années 90. Et je vais être beaucoup plus brève, mais on peut aussi faire un parallèle direct avec ce qui se passe dans TPMP, chez Hanouna. L'humiliation est aussi une denrée économique. Quand je repense, moi, par exemple, au passage de Loana, récemment, qui racontait avoir été victime de viol sur le plateau de Cyril Hanouna. Elle avait énormément de mal à s'exprimer à cause des traumas. Et son élocution, très hachée, elle faisait pas de phrase complète, c'était assez perturbant de l'avoir en souffrance comme ça, est devenue objet de moqueries à l'antenne, et sur les réseaux sociaux, ça a buzzé. Et Hanouna, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais l'humiliation comme valeur économique, comme marchandise, n'est pas du tout propre aux streamers et aux plateformes. Et justement, ce rapport, on va dire, de nos confrères, consoeurs, journalistes, à ces nouvelles plateformes et ce lien qui peut être créé avec la radio, la télévision, la presse écrite. Vous qui, dans le cadre de vos articles, devez aussi contacter des journalistes, avoir des interlocuteurs et interlocutrices, et même qui avaient des discussions plus informelles avec tout ce milieu-là. Est-ce que justement ça vous arrive de discuter de ce type de problématique, de questionnement, et quels sont les retours peut-être que vous avez Tu veux dire discuter avec d'autres journalistes de ces plateformes-là ? C'est ça, de cette difficulté, comme le démontre le manque de retour suite à la première enquête de Mediapart, à savoir des médias qui n'arrivent toujours pas à prendre réellement au sérieux tout ce domaine-là du streaming, Twitch, Kik notamment,
notamment, hormis des événements très spécifiques comme le Z-Event qui a réussi, on va dire, à briser un plafond de verre et qui maintenant peut être relayé dans les médias à chaque édition, ou alors des affaires, des tragédies comme celle dont on parle aujourd'hui, mais dont au quotidien ne sont pas forcément traités ou alors regardés d'un œil égal par rapport à d'autres sujets, alors que justement il y a, comme tu as commencé à l'expliquer, tu l'expliques, et comme d'autres ont expliqué, ça s'inscrit vraiment dans un phénomène politique, sociologique, médiatique, comme toute autre plateforme et tout autre événement. Ce qui me vient, c'est d'abord des discussions informelles, effectivement, entre confrères et consoeurs journalistes d'autres rédactions, sur la nécessité de prendre très au sérieux, tout autant au sérieux ces plateformes-là, ces contenus-là, que le reste, que comme on considère la presse écrite, la télé, etc. Et ça, couplé à une forme de sentiment d'incapacité de certains médias de les traiter sérieusement. Donc moi, j'observe que, en tout cas, un certain nombre de médias grand public se reposent, et je pense pas tout à fait à tort, pas tout à fait à raison non plus, se repose sur les profils dits de jeunes journalistes. On se dit que les jeunes journalistes, la nouvelle génération, sera plus connectée, connaît plus les influenceurs, etc. Et ce qui est vrai, sûrement, et c'est complètement un créneau qu'il faut prendre, et que les jeunes générations de journalistes ont tout intérêt à prendre. En revanche, c'est dommage, à mon sens, de reléguer ça à une question d'âge, en fait, de jeunesse. Je pense que c'est un objet médiatique important et très difficile en plus. C'est-à-dire que ce dont on parle aussi souvent entre confrères et consoeurs, c'est aussi la difficulté d'entrer en lien avec certaines personnalités du monde de la création de contenu. C'est-à-dire que prendre en interview des influenceurs, des influenceuses, c'est très compliqué parce que leur communication est cadenassée, parce qu'il y a toute une stratégie derrière, parce que souvent ils sont accompagnés d'agences, et du coup la posture journalistique là-dedans, de tenter d'avoir une parole vraie qu'on peut analyser, une parole vraie, ça c'est vain, c'est sûrement vain, mais une parole en tout cas qu'on peut challenger, analyser, mettre en perspective, elle est particulièrement difficile sur ces plateformes-là, avec ces profils-là de créateurs, créatrices de contenu. Donc moi, je pense que ça, c'est un questionnement journalistique hyper important qu'on doit avoir. Il y a certains ou certaines journalistes qui y parviennent très bien, et certaines rédactions, je pense par exemple... Constance Villanova, qui va commencer là une chronique sur Inter, a un œil très acéré sur les plateformes, les réseaux sociaux, les trends, etc. Vincent Manilev, qui comme Constance d'ailleurs ont tous les deux été chroniqueurs à Arrêt sur Image, aussi suit de près ces plateformes-là. Donc nous on a Adam Thibault. Je pense aussi au Bondi Blog, qui a fait il y a quelques années des documentaires sur l'influence, etc. Donc, il y a quand même des rédactions qui parviennent, des journalistes qui parviennent, mais je pense qu'on gagnerait collectivement à le prendre plus au sérieux, et ça demande beaucoup de moyens, en fait. Je veux dire de moyens pas que financiers, mais intellectuels, de temps, de s'atteler à ce monde-là qui a ses propres règles, qui a ses propres contraintes, auxquelles on n'est pas forcément très familière. Et est-ce que pour toi, justement, ces médias payent aussi le fait qu'ils n'ont pas forcément pris au sérieux pendant très longtemps toute cette nouvelle frange de personnalités, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Kik, qui du coup ont aussi développé un rapport à la presse qui est très méfiant, qui peut être des fois paranoïaque ou alors pas du tout, qui peut être aussi très justifié. Et ce qui fait que quand on a ce genre d'affaires, de faits divers à traiter, on se retrouve tous un peu perdus parce que on découvre que l'affaire date d'il y a plusieurs mois, plusieurs années, et que certains médias avaient réussi déjà un peu à mettre en avant, mais qu'on était passé à côté. Et maintenant qu'on se retrouve avec entre guillemets un mort sous les bras, comment est-ce que nous on traite ça en tant que journaliste, justement pour pas tomber dans la surenchère, pour pas tomber dans les idées reçues, tomber dans les clichés, prolonger un fait divers, comment alors déjà, ce serait... Là, je parle avec mes lunettes d'Arrêt sur Image, mais je trouve que ce serait bien déjà que les médias mainstream se posent la question de comment ne pas reproduire les écueils, les marronniers, les idées reçues. Et moi, du peu que j'ai vu jusqu'ici sur le traitement du décès de Jean Portmanov,
malgré tout, je trouve qu'il y a quand même d'ores et déjà des idées reçues rapides qui sont véhiculées, comme cette idée que c'est les réseaux sociaux spécifiquement qui causent cette violence. Et je trouve qu'il n'y a déjà pas de réflexivité suffisante, je trouve, dans la profession de manière générale. Bon, après, c'est notre ligne édito à Reste sur Image de le souligner et on est là pour ça. Donc, on va dire que j'ai peut-être un biais là-dessus, mais ce serait déjà bien qu'il y ait une interrogation intérieure des médias là-dessus. Oui, je pense qu'une partie des médias a raté le train, entre guillemets, et que ça fait partie aussi et que c'est aussi un reflet peut-être d'une forme de faille démocratique, de faille démocratique face à des nouveaux lieux d'expression qu'une partie des médias mainstream, oui, effectivement, n'a pas pris au sérieux parce qu'il y avait une parole différente qui s'y exprimait. Si c'était ça ta question, je suis pas sûre d'y répondre convenablement. Mais si c'est ça que t'insinues, je pense que ça a une part de vérité, ouais. Et par exemple, on passe aussi à d'autres institutions comme l'Arcom, qui est chargé de surveiller tout l'audiovisuel français et donc tout ce qui va être Twitch, YouTube, les réseaux sociaux vont aussi rentrer là-dedans, notamment quand il y a du contenu informationnel, de divertissement. C'est ça, c'est audiovisuel et numérique, l'Arcom, c'est prérogative. Ouais. Donc justement, quand on voit ce type d'affaires comme la mort de ce streamer, concrètement, quel peut être le rôle de l'Arcom là-dessus parce que, par exemple, pour ce qui va être de la télé et de la radio, l'Arcom a aussi ce rôle de vigie et de pouvoir contrôler le temps d'antenne, le temps que peut prendre une parole politique sur le temps d'antenne, etc. Sauf que là, on se retrouve dans des formats où ça peut être des lives qui peuvent durer des dizaines de jours d'affilée et qui échappent totalement aux standards qui avaient été posés pour la télévision et pour la radio. Donc concrètement, est-ce que l'Arcom a essayé de prendre cela en marche et essayer d'évoluer, de se poser des questions et essayer d'évoluer sur cette question, ou est-ce que pour toi, on a encore énormément de retard du côté de l'Arcom sur ce sujet ? Je suis pas, déjà, je dois dire en toute humilité, je suis pas une spécialiste de l'outillage institutionnel de l'Arcom, donc il est possible que je ne sache pas avec une extrême précision comment fonctionne l'Arcom, en tout cas pour ce qui est de ce genre de cas et des réformes de l'Arcom de ces dernières années. Cela étant dit, moi ce que je sais, c'est que l'Arcom ne peut se saisir d'affaires que quand il y a des signalements et des remontées. Donc déjà, ça suppose que les viewers de ces plateformes peut-être aient aussi le réflexe de se dire c'est un contenu numérique, informationnel, en tout cas qui fait partie de l'univers des médias et qui mérite aussi qu'on s'y intéresse sur... ce qui est dit dedans mérite notre attention et il est légitime de, s'il y a des dérives, faire des signalements. Ça, c'est un premier point. Après, il ne faut évidemment pas tout remettre sur les citoyens et les citoyennes parce que c'est avant tout, je pense, aux institutions d'être protectrices envers ces citoyens et ces citoyennes. Et donc, à ce titre, oui, je pense qu'il y a une interrogation à mener sur les pouvoirs de l'Arcom. Ça va être, je pense, d'après ce qu'il m'a pitché, le sujet de l'édito de Loris Guémard demain dans notre newsletter, parce que Loris, donc journaliste à Reste sur Image, a a identifié que dans le cas de Kik, donc cette plateforme qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, il se trouve que il y a pu avoir un changement, une évolution, une modération sur la question très précise, encore une fois, des jeux d'argent. C'est-à-dire qu'il y a eu l'institution régulatrice européenne des jeux d'argent qui a pu dire attention, là, ça va trop loin, etc. Je ne connais pas les détails, c'est Loris qui doit du coup nous en informer dans un papier, dans un édito demain. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, modérables. Et donc, l'argument selon lequel l'Arcom ne pouvait pas forcément agir avant ou n'a pas le pouvoir en raison des règles européennes, ce qui a un peu été l'argument amené jusqu'ici, ne pourrait pas agir, me semble insuffisant ou en tout cas
il peut être remis en cause. Ouais. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, peut-être avec des spécialistes du droit, que je ne suis pas, qui ça mériterait d'interroger, et du numérique, ouais. Et aussi un autre point qui est apparu donc, dans cette affaire et donc dans le décès du streamer Jean Portmanov en direct, ça va être toute la communication et toute, on va dire, la bataille qu'il y a eu par la suite du côté du collectif en lui-même, du côté de la plateforme Kik et du côté des fans de la chaîne, ou alors justement les détracteurs de ce type de contenu. À savoir que chacun a voulu propulser sa version, à savoir que la plateforme Kik, donc, attendez, j'avais noté, c'est ça, a annoncé une révision complète des contenus français sur sa plateforme, mais sans donner plus de détails. Justement, tu parlais du fait qu'elle avait revu sa politique en ce qui concerne la diffusion de contenus liés au casino, donc en direct, avant de revenir, si je me souviens bien, en arrière, et donc de réautoriser la diffusion de contenu. Pareil pour cette chaîne menée par Jean Portmanov et par le collectif local, qui, suite à la diffusion du premier article de Mediapart, avait été quelque temps suspendu avant de réapparaître sur la même plateforme, ni vu ni connu, quelques semaines, mois plus tard, ce qui a amené justement à ce débordement très, très tragique. Vous, à Arrêt sur Image, quand vous traitez justement ce type de sujet, à savoir ces types de débordements qui peuvent avoir lieu sur des plateformes comme Kik, Twitch, TikTok, où ça peut être des phénomènes qui peuvent être viraux, qui peuvent même dépasser complètement les protagonistes d'une affaire, qui peuvent perdre le contrôle même de ce qu'ils ont créé. Est-ce qu'il y a cette structure qui revient dans les sujets que vous avez pu analyser ? Est-ce que là, ce qui se passe aujourd'hui avec les streamers Naruto et Safin qui ont essayé justement, qui se sont excusés, qui ont rendu hommage à Jean Portmanov, mais qui ont essayé aussi d'orienter le débat sur le fait qu'il pouvait avoir des problèmes de santé, qu'il pouvait avoir des problèmes de drogue, que socialement il avait eu une vie compliquée, etc., et que tout ça pouvait amener à son décès, du coup en remettant la faute sur lui. Est-ce que ça, c'est un phénomène que vous avez remarqué dans d'autres types d'affaires, ou alors même pas forcément sur des affaires précises, mais dans un rapport que peuvent avoir un public avec des influenceurs, avec des stars du web ? Alors... j'ai pas de grande théorie sur de fil rouge qui relie tout ce genre d'affaires, etc. Je serais bien incapable de faire là une théorie de la violence sur les plateformes. Mais en revanche, un des points communs qu'on peut observer, c'est le fait effectivement de remettre la responsabilité sur les individus. Qui sont parfois présentés comme des brebis galeuses, plutôt que sur la structure. Plutôt que sur l'écologie numérique qui a permis que ce contenu soit présent. Donc là, par exemple, une des stratégies de défense de Naruto et Safin consiste à dire effectivement, mais on était amis, vous montrez que quelques exemples, quelques secondes de violence sur des heures de rush où en fait on était amis, et puis en plus, oui, par ailleurs, ce serait... nous, on lui disait souvent à JP qu'il était en mauvaise santé, qu'il fallait qu'il prenne soin de lui, etc. Tout ça, c'est un discours axé autour des responsabilités personnelles et qui renvoie à une lecture interpersonnelle de la problématique, comme si c'était uniquement, une affaire qui aurait pu se passer en dehors des caméras. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas une affaire qui aurait pu se passer en tout cas comme ça, en dehors des caméras. C'est la structure, la plateforme et cette économie du spectacle et de la récompense qui a permis ça et qui a encouragé ça. Et moi, je trouve qu'il y a une lacune, en tout cas là-dessus, dans la lecture qui est proposée de ce genre d'affaires et de problèmes, de problématiques. Il y a une lacune dans les médias, je trouve, qui perd ça de vue, que c'est structurel en fait, que c'est la manifestation la plus saillante d'un problème structurel. Là, effectivement, on se penche collectivement dessus parce que c'est, me semble-t-il, la première mort en direct de quelqu'un, d'un humain, sur une plateforme en France. C'est pas dans le monde, mais en France. Mais en réalité,
ces plateformes encouragent la violence sous de multiples formes qui restent en dessous des radars. Et je vois aussi un autre message sur le chat qui dit que c'est un peu la meilleure pub pour Kik qui est en train de se passer. Est-ce que toi, tu peux adopter cette grille d'analyse, à savoir que là, avec... certes, c'est une affaire très grave qui a même atteint, on va dire, des sphères internationales, justement, quand on voit que des streamers de la plateforme qui peuvent être états-uniens ou en tout cas anglophones ont réagi à cette affaire, que même le rappeur Drake. Qui avait un compte sur Kik et qui a un contrat avec la maison mère de Kik pour faire de la publicité de poker, dans mes souvenirs, a réagi et avait promis de financer les funérailles de Jean-Paul Manov. Est-ce que justement on n'en arrive pas aussi à un point où Kik a un peu gagné sa bataille, à savoir que il y a un décès en direct sur sa plateforme après toutes ces années à promouvoir justement toute cette violence symbolique, politique sur ses contenus, toute cette illégalité qui pouvait avoir lieu. Or, ça, pour le moment en tout cas, la plateforme en tant que telle et son modèle ne sont pas trop menacés. Il est trop tôt pour le dire. Sûr. L'Arcom hier a peut-être qu'on peut le montrer si tu le trouves, mais a sorti un communiqué pour expliquer qu'ils avaient interpellé Kik, qu'ils avaient entamé des démarches, donc elles viennent tard, puisque l'Arcom avait été sollicité dès novembre par Mediapart, dès novembre 2024, de même que la ministre du numérique et de l'IA, qui n'a réagi que ces derniers jours, alors qu'elle avait été sollicitée en novembre. Donc, écoute, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire. Après, il a toujours existé, cet argument de... des red rooms, du dark web, de l'horreur qu'on va chercher sur Internet. J'espère que... on peut que espérer que non, que ça va être régulé, mais il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire, c'est un peu, tu sais, l'argument que ça me fait penser, et il y a eu pas mal de comparaisons qui ont été amenées en ligne avec l'affaire Luca Magnotta, cet homme au Canada qui avait fait des vidéos où il dépeçait des chatons, il faisait des choses absolument innommables. Et il y avait cette question de est-il éthique d'en parler, puisque lui, ce qu'il recherche, c'est la notoriété. C'est en fait encourager son système, son ego, que de parler de lui. D'ailleurs, j'ai lu dans des médias américains, pour préparer cette émission, que certains journalistes ne prononcent même plus son nom. Pour cette raison-là. Et peut-être qu'il y a une réflexion éthique, effectivement, à avoir là-dessus. Après, en tant que média, ça me semble incontournable d'en parler, mais en fait c'est peut-être la conclusion d'en parler tout le temps, et c'est-à-dire pas que quand il y a un drame et une mort, mais comme on l'a dit, comme tu l'as suggéré, et j'ai abondé tout au long de ce dialogue, traiter au quotidien ces plateformes, ce qui se passe dessus, avec sérieux. Et c'est peut-être ce qui manque là, en fait, c'est que effectivement, les médias ont ce rôle, cette mission de s'y intéresser, de décrypter ce qui se passe dessus, mais peut-être pas que quand on atteint le paroxysme en fait, du business model de la violence que ça prône. Merci beaucoup, Alizée, d'avoir pris le temps de discuter avec moi de ce sujet.